Dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. C'est pour maintenant la signature de la loi sur la moralisation de la vie publique. Il s'agit d'une enquête qui vise notamment Édouard Philippe, maire de la ville et ancien Premier ministre. Pour prise illégale d'intérêt, favoritisme, détournement de fonds publics et harcèlement moral. Un contre-exemple de probité. Les syndicats de magistrats, littéralement indignés après le maintien d'Éric Dupond-Moretti à son poste de garde des Sceaux. Oui, il a été renvoyé hier devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. François Bayrou et Marielle de Sarnez sont entendus par les enquêteurs. Les services de l'anticorruption soupçonnent un système d'emploi fictif mis sur pied par le MoDem. Ce qu'on n'a pas très bien compris, c'est qu'est-ce qui fait que ça a changé, que le président a changé un petit peu de ligne directrice, puisqu'il disait lors du premier quinquennat, tout ministre mis en examen doit démissionner. Mais je crois que le principe macronien. La présomption d'innocence est un principe très fort. Sérieux et crédibilité. Il est attendu du gouvernement de la France d'être exemplaire. Mais le carburant, c'est pas Bibi. Que c'est pas Bibi qui est responsable de la hausse des taxes. Et pourtant, les chiffres sont têtus. 37% de l'augmentation du diesel, 34% de l'augmentation de l'essence sont dus à des décisions qui ont été prises dans cet hémicycle à la proposition de votre gouvernement. Et quand on sait que Madame la Présidente de l'Assemblée nationale a omis de déclarer 40 000 € d'actions chez Total Energy dans sa déclaration de patrimoine, on se pose des questions quand même. On se pose des questions. 6 mois que vous tournez autour du pot et que découvre-t-on que Madame la ministre Firmin Lebaudot est actionnaire de Total Energy, ainsi que Monsieur le ministre Ndiaye, ainsi que les députés Pont, le député Fievé, la députée Melchior, la députée Christol, et j'arrête là, 2 minutes ne suffiraient pas. C'est que je ne fais pas de réforme de retraite pour conduire des économies. Il n'y a pas d'allongement de durée de l'âge de la retraite. Décaler l'âge de départ à la retraite. Ça n'est pas la priorité. Je ne proposerai pas de modifier durant le quinquennat à venir l'âge de départ à la retraite. Quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. Si, à compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Partout sur le territoire français, nous relocalisons parfois des choses que nous avions arrêtées. La France n'est plus une championne de l'industrie, on le sait, mais elle est la championne des délocalisations et le pays le plus désindustrialisé. C'est un record. En 2024, plus de 60 000 patrons ont perdu leur emploi. Alors que le gouvernement tente d'amadouer les oppositions autour de son projet de budget 2025, les nuages noirs s'amoncellent sur l'économie française. Avec plus de 66 000 faillites d'entreprises l'an dernier, 2025 pourrait être pire selon les premières prévisions. Brio Bochet, les auto-entrepreneurs ne sont pas les seuls à être rattrapés par la crise. En 15 ans, Arcelor, leader mondial de l'acier. Péchinet, leader mondial de l'aluminium. Alstom, un des leaders mondiaux de l'énergie. Technip, un des leaders dans l'oil and gas. Lafarge, le ciment donné aux Suisses. Alcatel, détruit, vendu à Nokia. On aurait pu racheter Nokia, on était plus haut qu'eux. Je ne vous parle même pas de Essilor. C'est ça le résultat? Tous les dirigeants, là, je vais dire aussi un mot, parce qu'on accuse les gouvernements, mais les présidents de ces boîtes-là, est-ce que vous connaissez le tarif de la trahison de la France? C'est entre 10 et 15 millions. M. Cron l'a touché, je crois, 13. M. Lafont, 15. M. Combe, 13. Voilà, c'est le prix de la trahison de la France. En 2022, sur 325 dossiers, le ministère de l'économie a autorisé 131 achats d'entreprises sensibles. On est en train de parler de Stellantis, 14 milliards d'euros de bénéfices, pas d'impôt sur les sociétés en France. Et en vérité, vous êtes les complices de cette fraude fiscale à l'échelle mondiale. Le respect des accords de Minsk, vers lequel nous devons aller. Moi, je pense que tu es d'accord avec moi. Quand nous avons signé les accords de Minsk, nous savions que la guerre était inévitable, mais nous avons eu besoin de nous préparer pendant toutes ces années, de renforcer notre armée afin d'être prêts à cette guerre. Et les accords de Minsk nous ont donné du temps pour équiper l'armée, et Angela Merkel l'a déclaré récemment. Oui, elle a eu raison de le dire.
parce que il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Ce qui s'est passé à Kiev, c'est tout simplement un putsch orchestré par l'Union européenne et surtout les États-Unis, par le biais de leur ambassade en Ukraine. C'est le titre d'une enquête extrêmement bien fouillée du New York Times aujourd'hui, où l'on nous dit que depuis 9 ans, la CIA a un peu plus qu'un pied en Ukraine. Merci de nous avoir rejoint, Laura Pouget. Concrètement, comment ce maillage s'est-il structuré, Laura ? Eh bien, l'enquête du journal américain commence par une description, celle d'une base militaire ukrainienne nichée dans une forêt, abandonnée et détruite. En apparence, car, je cite, un passage discret descend vers un bunker souterrain où des équipes de soldats ukrainiens traquent les satellites espions et écoutent les conversations entre commandants russes. Un centre de l'armée ukrainienne, me direz-vous. Mais pas seulement. La base est presque entièrement financée et en partie équipée par la CIA, écrit le New York Times, évoquant un secret. Et selon le journal américain, elle est loin d'être la seule. 12 bases CIA sont positionnées en Ukraine le long de la frontière russe. 12 bases auxquelles il faut ajouter 2 autres bases d'interception des communications russes, elles aussi financées par la CIA.